Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Les deux candidats sont au chevet, des policiers à des degrés différents. Nicolas Sarkozy et François Hollande ont adressé leur soutien aux policiers en colère après la mise en examen pour homicide volontaire d'un des leurs en Seine-Saint-Denis. La défiance monte d'un cran entre policiers et magistrats dans ce département sensible. Le président candidat se dit favorable à une présomption de légitime défense pour les gardiens de la paix, un point qui figure au programme de Marine Le Pen. Et justement, elle n'est pas au second tour, mais elle fait autant parler d'elle que les finalistes de cette présidentielle, forte de sa troisième place et de ses quasi 18%. Marine Le Pen hante cette fin de campagne dans une lettre ouverte aux deux candidats. Elle exige qu'on respecte les électeurs du Front National. Alors, qu'en pensent ces électeurs? Vers qui vont-ils pencher? C'est une question clé de ce scrutin. Analyse et débat avec l'éditorialiste Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico.fr et invité politique du 22h ce soir, la porte-parole de François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem. Le ministre du Travail, Xavier Bertrand, avait prévenu. La situation reste difficile. Et c'est vraiment le cas en matière de chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi a progressé de 0,6% en mars pour le 11e mois consécutif, atteignant 2 884 000 personnes. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Nouvelle manifestation de policiers aujourd'hui à Bobigny après leur regroupement surprise sur les Champs-Élysées hier soir. Leur colère est partie de la mise en examen pour homicide volontaire d'un de leurs collègues de Seine-Saint-Denis ayant tiré sur un multirécidiviste recherché pour des vols à main armée. François Hollande et Nicolas Sarkozy ont rencontré tour à tour des policiers et le président candidat s'est prononcé pour la présomption de légitime défense. Marine Le Pen y voit une victoire idéologique du FN. Tous les détails avec Jérôme Rabier. Une mise en examen pour homicide volontaire qui déclenche la colère des policiers et qui oblige les candidats à la présidentielle à s'emparer du sujet. Après avoir reçu les syndicats de policiers, Nicolas Sarkozy a consacré une large part de son meeting d'aujourd'hui à la défense des forces de police. Je demande que le droit de la légitime défense évolue dans un sens plus protecteur pour les policiers et pour les gendarmes. Il doit y avoir une présomption de légitime défense, car dans un état de droit, on ne peut pas mettre sur le même plan le policier dans l'exercice de ses fonctions et le délinquant dans l'exercice de ses fonctions à lui. Établir une présomption de légitime défense, une vieille proposition du Front National, une victoire idéologique selon Marine Le Pen qui précise tout de même ne pas croire aux promesses de Nicolas Sarkozy. Côté socialiste, on refuse de laisser la polémique à la droite. François Hollande a lui aussi reçu les syndicats de police dans l'après-midi et leur a promis l'assistance de l'État, leur employeur, et des moyens supplémentaires. Des syndicats satisfaits d'être entendus mais qui attendent des évolutions réelles. L'enquête se poursuit pour savoir les conditions du tir mortel du policier. La colère des forces de police, elle, ne semble pas prête de retomber. Et sur ce sujet, des policiers en colère de Seine-Saint-Denis appellent ce soir leurs collègues en France, je cite, à ne plus faire d'interpellation afin de se faire entendre. Dans l'actualité, 6 jours avant le débat d'entre-deux tours qui aura lieu mercredi prochain, les deux candidats à la présidentielle se sont retrouvés ce soir au même endroit, mais pas en même temps. Interrogés sur France 2, François Hollande et Nicolas Sarkozy ont de nouveau fait la pédagogie de leurs mesures phares, tout en assumant chacun, avec leurs mots, vouloir s'adresser aux électeurs du Front National. Sur ce sujet, on écoute François Hollande. Le Front National est autorisé à se présenter. Est-ce que son fonctionnement est démocratique? Ça, je n'ai pas de vérification. Est-ce qu'il contribue à l'expression du suffrage? Oui, puisqu'il a récolté un certain nombre de millions de nos concitoyens. C'est un parti qui est dans la République? C'est un parti qui est autorisé dans la République et qui conteste un certain nombre de valeurs de la République. Sa phrase soulève un tollé à gauche et une vague d'indignation dans son propre camp. Le député UMP, Lionel Lucas, qui a surnommé Rottweiler la compagne de François Hollande, Valérie Trierweiler, n'a rien retiré de ses propos. À droite, le malaise est grandissant ce soir. Roselyne Bachelot juge ce soir scandaleux cette comparaison. Sur Twitter, Nathalie Kosciusko-Morizet estime que, je cite, misogynie et insultes ne peuvent tenir lieu d'argumentaire politique. François Hollande attend une condamnation très claire de la part de Nicolas Sarkozy, qui justement vient d'en parler à l'instant. On écoute le président candidat. Je ne me sens pas engagé par ces propos, c'est absurde. Je détesterais qu'on fasse ça avec Carla et je déteste qu'on fasse ça avec sa compagne
ça n'a pas lieu quand on aime quelqu'un, ce qui est le cas de Carla et avec moi, et de Valérie Trierweiler avec François Hollande. Ce n'est pas une raison de se mettre dans le débat politique et d'être critiqué comme cela. Et je trouve que c'est pas bien de faire ça. Je ne le ferai jamais. Il n'y a malheureusement pas de répit sur le front du chômage. Les chiffres de demandeurs d'emploi du mois de mars ne sont pas bons. C'est le 11e mois consécutif d'augmentation. Le nombre de chômeurs sans aucune activité atteint 2 884 000 personnes, soit 16 600 de plus qu'en février. Ce sont là les derniers chiffres publiés avant le second tour et bien évidemment, ils ont donné lieu à de nombreuses réactions politiques. Martine Aubry estime que plus que jamais, Nicolas Sarkozy est le président du vrai chômage. Flora Sauvage. Une mauvaise nouvelle pour le prochain locataire de l'Elysée. Le chômage est en hausse pour le 11e mois consécutif. En mars, la hausse s'élève à 16 600 demandeurs d'emploi supplémentaires. Le nombre de demandeurs d'emploi frôle désormais la barre des 3 millions, de quoi renforcer l'inquiétude des Français qui mettent l'emploi au cœur de leurs préoccupations. Sur un an, la hausse s'élève à 7,2%. Le chômage atteint ainsi son plus haut niveau depuis septembre 1999, selon le ministère du Travail. Depuis mai 2007, date de l'élection de Nicolas Sarkozy à la tête de l'État, le chômage marque une hausse de 34,9%, soit 746 900 personnes supplémentaires. Ces chiffres constituent le dernier indicateur du marché du travail avant le deuxième tour de l'élection présidentielle le 6 mai. Et tandis que les sondages de second tour se suivent et se ressemblent, donnant largement en tête François Hollande, The Economist, c'est l'hebdomadaire britannique du monde des affaires, juge dans son édition à paraître demain qu'une élection du candidat socialiste à la présidence serait, je cite, mauvaise pour son pays et pour la France. Le journal qualifie aussi François Hollande d'homme plutôt dangereux. C'est d'ailleurs le titre de son édito, The Rather Dangerous Mr. Hollande, le plutôt dangereux Monsieur Hollande. Nos invités ce soir, je vous les présente avec plaisir. Invités politique du 22h, elle est porte-parole de François Hollande et pour beaucoup de médias, elle est la révélation de cette campagne. Najat Vallaud-Belkacem, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Merci. Vous êtes d'accord, la révélation de cette campagne, c'est plutôt flatteur. Je trouve ça exagéré, mais merci. L'éditorialiste avec nous, Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir, du site atlantico.fr. D'abord, Najat Vallaud-Belkacem, cette une de The Economist, dangereux, Monsieur Hollande, est-ce que vous trouvez cela choquant ? Très franchement, je la découvre sur votre écran, donc il faudrait que je prenne connaissance du contenu. Mais il y a je vous le dis parce qu'effectivement, c'est l'édito qui va paraître demain et c'est l'hebdomadaire qui qualifie le programme de M. Hollande choquant, insuffisant en tous les cas pour la France, écoutez, parce que léger en temps de crise. Ce qui est étonnant, c'est que, en tout cas, cet édito ne correspond pas à la teneur de ce qu'on entend aujourd'hui parmi les dirigeants européens qui, il y a quelques mois encore, semblaient battre froid à François Hollande et qui, aujourd'hui, adhèrent à ces propositions de réorientation de la construction européenne, notamment. Donc je vais en prendre connaissance et je vous répondrai, mais elle me surprend. Vous avez vu qu'évidemment les journaux s'impliquent avec des unes particulières, parfois caricaturales. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Ce sont les électeurs français qui feront l'élection. Justement, alors parlons des journaux français. Qu'est-ce que vous avez pensé des unes qui ont assimilé Nicolas Sarkozy au maréchal Pétain ? Est-ce qu'elles vous semblent choquantes ? Vous savez, il y a un principe qui est simple, c'est celui de la liberté de la presse. Et donc, moi, je ne porte pas de jugement. Moi, je ne porte pas de jugement. C'est la ligne éditoriale. François Hollande, vous ne portez pas de jugement ? Non. Non, d'ailleurs, je ne crois pas qu'il me soit jamais arrivé de le faire. C'est la ligne éditoriale de journaux qui se veulent plus ou moins engagés et qui le font à leur manière. Je crois qu'il faut respecter les grands principes parce que sinon, on y porte très facilement atteinte. Justement, sur ce sujet, Jean-Sébastien Ferjou, le torchon brûle entre les médias et les politiques. À chaque campagne, il y a un moment de tension. Est-ce que c'est normal ou est-ce que, là, les digues ont lâché, la ligne jaune est franchie, selon vous ? Non, je ne trouve pas ça choquant en tant que tel, parce qu'effectivement, il y a la liberté d'information. Et après tout, chacun est libre de publier en son âme et conscience ce qu'il décide de faire. En revanche, je les trouve absurdes. Ça, je les trouve totalement absurdes, parce que imaginer que Nicolas Sarkozy puisse être pétainiste, c'est quand même grotesque. Donc après, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il soutient, avec ce qu'il défend. Mais franchement, ramener ça à du pétainisme et avec cette toujours obsession, comme si l'histoire en plus se répétait de la même manière en permanence. C'est ça qui est encore plus idiot dans l'histoire. Alors tout cela se passe sur une fin de campagne hantée par Marine Le Pen. Najat Vallaud-Belkacem, ouvertement, François Hollande, certes avec ses mots, mais ouvertement appelle les électeurs du Front National à voter pour lui. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, chez un électeur du Front National, partisan de la fermeture de frontières, de la sortie de l'euro, de la nette diminution de l'immigration, qu'est-ce qui pourrait lui faire glisser un bulletin Hollande dans l'urne le 6 mai ?
Je pense que pour beaucoup d'électeurs de Marine Le Pen au premier tour, la simple lecture de notre programme pourrait les inciter à voter pour nous. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'électeurs de Marine Le Pen n'ont pas été tentés par son discours xénophobe, de repli sur soi ou d'anti-islam, mais ont été tentés par ses solutions économiques et sociales, faites de protection finalement. Marine Le Pen, à certains égards, a emprunté un certain nombre de thèmes à la gauche. Simplement, chez elle, c'était une escroquerie langagière, puisqu'on le sait bien, le Front National, quand on regarde dans le passé, n'a jamais été aux côtés des retraités. Est-ce que vous assumez que vous avez quelque peu délaissé, en tous les cas, moins parlé à ces catégories populaires, à ces classes ouvrières ? Je ne le crois pas. Nous ne les avons pas délaissés d'une part, et pendant toute la campagne, François Hollande s'est astreint au contraire à aller sur les terres, dans les usines ouvrières pour leur parler, pour se faire entendre d'eux. Ce que je dis en revanche, parce que le travail n'est jamais terminé, c'est qu'il faut que nous continuions à le faire, et c'est ce que nous faisons pendant cet entre-deux tours. Et sur quel thème, me demandiez-vous? Qu'est-ce qui pourrait les inciter à voter pour nous? C'est simple, puisque c'est la question de l'emploi qui leur tient le plus à cœur, eh bien nous leur disons réindustrialisation. Puisque c'est la question des protections dans le commerce mondial qui leur fait peur, eh bien nous leur disons non pas protection aux frontières françaises, mais écluse aux frontières européennes, c'est-à-dire lutte contre le dumping fiscal, social, environnemental, pour protéger nos entreprises, puisque c'est la question de la sécurité souvent qui leur tient à cœur, et que Nicolas Sarkozy avait fait dès le premier tour avec tout cela, promesses. Mais pourquoi vous voulez que je vous dise, à mon avis, pourquoi ils n'ont pas voté dès le premier tour? Parce qu'ils ont été trahis, par Nicolas Sarkozy, qui en 2007 leur avait promis de prendre à bras le corps ces problématiques et qui n'a tenu aucun de ses engagements. Or, beaucoup trop de Français considèrent malheureusement que la droite, la gauche, c'est pareil. Vous avez parlé d'une partie des électeurs du Front National et l'autre partie, celle considérée par Benoît Hamon comme xénophobe. Il a dit, est-ce que celle-ci aussi, il faut s'adresser à elle, cette partie des électeurs du Front National? Écoutez, visiblement, nous ne partageons pas, en tout cas avec eux, de valeurs, ça c'est sûr, et c'est pour ça que François Hollande a eu raison de rappeler que ce qui caractérisait malgré tout le parti, l'état-major du Front National, c'est quand même le fait de ne pas s'inscrire dans les valeurs de la République. À partir du moment où on prône le retour de la peine de mort, la fin de l'IVG et la préférence nationale, sans compter l'immigration zéro, non, on ne parle pas aux valeurs de la France. Et donc, je ne veux pas dire par là qu'il faut abandonner ces électeurs-là pour autant. Ça veut dire qu'il faut toujours faire l'effort d'essayer de les ramener dans le giron de la République. Mais c'est vrai que ça n'est pas, en tout cas, notre priorité aujourd'hui. Alors, Jean-Sébastien Ferjou, comment ces électeurs peuvent percevoir ces appels très clairs, très nets, en prévenance des deux camps? Est-ce qu'on sait un petit peu comment ils vont se répartir? Non, on ne sait pas encore. Il y a différents sondages sur le nombre de reports de voix qui varient entre 40 et 60%. J'ai l'impression que même 60%, ce ne serait pas encore assez pour faire pencher la balance du côté de Nicolas Sarkozy. Après, j'imagine qu'il y a des catégories de gens avec des considérations très différentes. Il y a de toute façon une partie des électeurs du Front National qui viennent de la gauche. Donc le Front National est plus un phénomène populiste que, à strictement parler, de droite ou d'extrême droite. Après, considérer que le Front National est hors de la tradition républicaine au motif qui serait pour le rétablissement de la peine de mort ou contre l'IVG ou je ne sais quoi encore, on peut encore une fois être parfaitement choqué sur le fond par ces propos-là, mais est-ce à dire que la France de Valéry Giscard d'Estaing n'était pas une république? Est-ce qu'on n'était pas en république à ce moment-là? Est-ce qu'on n'était pas en république avant 1980 quand la peine de mort existait en France ou quand l'IVG n'avait pas encore été autorisée? C'est quand même un peu idiot d'avoir accepté. C'est François Mitterrand, il faut s'en souvenir, c'est François Mitterrand qui avait demandé aux chaînes du service public à l'époque d'accepter de recevoir Jean-Marie Le Pen dans l'heure de vérité. Et c'est ce qui avait donné une validité, une légitimité à Jean-Marie Le Pen qu'il avait intégré dans le champ politique. Donc François Mitterrand avait à la fois, peut-être pour des considérations, parce qu'il voyait que finalement c'était démocratique d'accepter qu'il faisait aussi partie du jeu politique français, même si encore une fois on n'est pas d'accord avec eux. Probablement, il y avait aussi une part de manipulation, une malédiction qui a été jetée sur la droite, puisqu'on ne met jamais en cause les accords éventuels ou les alliances entre une part de l'extrême gauche et de la gauche, qui n'est pourtant pas moins républicaine, ou pas plus républicaine, parce que quand on entend Nathalie Arthaud ou Philippe Poutou, ou même des gens du côté du front de gauche, ils ne sont pas forcément toujours très respectueux de la tradition républicaine, ni même du principe des élections d'ailleurs. D'ailleurs, Najat Vallaud-Belkacem, Nicolas Sarkozy a dit clairement qu'il n'y aurait pas d'accord avec le Front National, comme il n'y en a jamais eu. Pourquoi alors vous criez au scandale, à la droitisation? Juste, je sais qu'on n'est pas là pour débattre, mais mais au contraire, vous pouvez répondre. Simplement à répondre. C'est le principe d'une discussion. Absolument pas d'accord lorsque vous mettez sur un même plan l'extrême droite et l'extrême gauche. La différence entre les deux, si vous voulez, c'est que la première, c'est trouver un bouc émissaire, c'est trouver une cible
qu'elle ressort régulièrement, dont elle a fait la source de tous les riches, mots. Donc c'est pas vous savez, on peut envoyer les riches au goulag aussi, ça ne change rien. Non, je crois que personne... ce sont les mêmes tentations d'exclusion. Oui, mais regardez, personne à l'extrême gauche ne suggère d'expulser les riches. À l'extrême droite, en revanche, c'est bien ce qu'on suggère à propos des immigrés. Donc non, je pense que c'est quand même 2 poids 2 mesures. Et ne rentrons pas plus dans les détails, mais bon, je ne pouvais pas le laisser le dire. Pourquoi est-ce qu'on s'émeut de ce qui est en train de se passer dans cet entre-deux tours ? Parce que la vérité, c'est que Nicolas Sarkozy, pour essayer de récupérer l'électorat du Front National, ce qui peut paraître légitime, puisque je disais que nous-mêmes, on essayait de lui trouver des réponses, mais Nicolas Sarkozy ne cherche pas à lui fournir des réponses, choisit ce qu'il considère comme la facilité, c'est-à-dire épouse les thèses du Front National, les reprend à son compte. Et pour le coup, les valide, les légitime, les banalise comme il l'a déjà fait tellement de fois ces dernières années. Parce que moi, j'estime que le score de Marine Le Pen est dû en particulier à la banalisation de son propos, qui est repris au sommet de l'État à coup de débats sur l'identité nationale, sur l'islam, sur la viande halal, etc. Sur ce point, Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que dans la majorité, certains expriment quand même un malaise ces derniers temps. Est-ce que Nicolas Sarkozy a rompu ce qu'on peut appeler un cordon sanitaire avec le Front National? Est-ce qu'il y a des mots, une sémantique qui a été audacieuse et qui se rapproche de celle du Front National? Non, moi je trouve pas particulièrement, parce que je vois pas pourquoi quand le Parti Socialiste pourrait parler de protection et que lui n'irait pas chasser sur les terres du Front National. Enfin, il y a un 2 poids 2 mesures qui est quand même complètement extravagant. Après, moi je pense que à l'inverse, c'est probablement parce que depuis des années, on a voulu mettre un couvercle sur un certain nombre de débats qui agitaient la société française. Alors après que moralement, on trouve que ce soit des questions qui soient plus ou moins élégantes, ça on peut en convenir. Mais pour autant, ce sont des questions qui préoccupent la société française et vouloir étouffer à tout prix ces débats-là. On a étouffé la question de l'immigration, on a le droit de se poser la question, y a-t-il ou non trop d'étrangers en France? Moi, je ne prétends pas y apporter une réponse, je ne fais pas de politique, simplement je trouve ça choquant que dès que vous posez cette question-là, on considère que vous êtes dans le racisme ou dans la stigmatisation. Non. Mais non, si, mais parce que quand on traite, mais je parlais pas forcément de vous, mais de la manière dont les médias d'ailleurs sont en train de traiter Nicolas Sarkozy en le traitant de pétainiste, si, c'est en considérant quand même qu'on entend parler en permanence de stigmatisation. Je vous propose de regarder la réponse d'Ajad Vallaud-Belkacem. Pardon, mais ce qu'on reproche à Nicolas Sarkozy, ça n'est pas de se poser dans l'absolu la question de savoir s'il y a trop ou pas assez d'immigration. J'y reviendrai un instant en vous décrivant le projet du Parti Socialiste sur ce sujet. Ce qu'on lui reproche, c'est... Question à laquelle d'ailleurs François Hollande n'a toujours pas répondu tout à l'heure dans l'émission ce soir sur France 2. Ce qu'on lui reproche, c'est de faire l'amalgame, par exemple, entre immigration, délinquance, etc. Ce qu'on lui reproche, c'est de pourrir finalement les relations. C'est les mots utilisés. Mais oui, c'est les mots, c'est le discours de Grenoble, c'est encore une fois le débat sur l'identité nationale. Tout ce côté malsain des préjugés qu'il a simplement dire il est malsain, de fait il le devient. Alors qu'on peut se poser la question, y a-t-il un lien entre immigration et délinquance sans que ce soit forcément choquant? Il y a d'autres pays qui font des statistiques ethniques et ça ne choque personne. On va continuer en débat. Je vais vous proposer de regarder ce qu'en pensent les militants UMP quand même, de cette stratégie de Nicolas Sarkozy, peut-être droitisation ou pas, en tout cas de cette campagne de second tour. Nous sommes allés à leur rencontre au Rincy. On regarde le reportage d'Elisa Bertholomé. Sarkozy à l'Élysée grâce à Marine Le Pen. Les militants UMP en sont convaincus. Sans les voix des électeurs frontistes, impossible pour Nicolas Sarkozy de gagner le 6 mai prochain. En grande majorité, ses partisans ne se disent pas choqués de la droitisation de leur champion. Non, pas du tout. Parce que les personnes qui ont voté un peu Marine Le Pen, c'est parce qu'ils en ont ras-le-bol. Il faut absolument qu'ils prennent de certaines idées du Front National. Les idées du Front National, Nicolas Sarkozy les a à nouveau reprises aujourd'hui. Immigration, protection des frontières, critique des médias, le tout sous les acclamations de ses partisans. Mais s'ils approuvent le candidat lorsqu'il part à la conquête de l'électorat frontiste, ils sont plus partagés sur l'idée d'un accord Le Pen-Sarkozy. Ça ne me gênerait pas parce que dans le parti de Marine, il y a des choses que j'aime aussi. Tiens, pourquoi pas, Non, moi je n'y suis pas favorable et d'ailleurs je fais partie des pourcentages restants dont fait partie Nicolas Sarkozy qui ont dit que jamais nous ne ferons d'accord avec le Front National. Pas d'alliance avec le FN, Nicolas Sarkozy l'a encore répété ce matin. Pas sûr que les 64% d'électeurs UMP favorables à un accord se laissent séduire par ses promesses. Voilà, et nous verrons, il reste 10 jours, vers qui pencheront ces électeurs du Front National. Najat Vallaud-Belkacem, justement, il reste 10 jours avant le second tour. Dans quel état d'esprit êtes-vous après cette longue campagne? Vous-même?
Je peux me permettre de répondre avant de... Allez-y, vous voulez revenir encore au sujet, je voulais passer à autre chose, allez-y. Non, mais très rapidement, vous me demandiez quel mal y a-t-il à faire le lien entre immigration et délinquance. J'avoue que ça m'a un peu soufflé. Donc je vais vous répondre. Il n'y a pas de mal quand on est chercheur, quand on est sociologue, quand on fait des études, méthodologiquement cadrées, à travailler sur ces sujets comme sur n'importe quels autres. Il y a en revanche un grand mal quand on est un responsable politique dont le discours porte, dont la voix porte, à valider des fantasmes, des préjugés qui sont extrêmement dangereux dans la société. Et Nicolas Sarkozy, qui me semble être un responsable politique d'expérience, le sait parfaitement. Et donc tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit en ce moment, il le fait avec le plus grand cynisme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est prêt à brader... Avoir entendu Nicolas Sarkozy dire qu'il considérait que par nature, une personne, parce qu'elle était d'origine étrangère, avait vocation à devenir délinquante. On n'a jamais entendu ça. Personne n'a jamais dit ça. Ou lu le discours de Grenoble qui date de quelque temps, ou d'autres discours d'ailleurs, objectivement, reprenez le discours de Dakar. Franchement, il a souvent dérapé lors de ce mandat et on a le sentiment, là, pendant cet entre-deux tours, que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà. Sur les mots, sur les actes, nous verrons tout cela. Je répète ma question, nous sommes à 10 jours du second tour. Dans quel état d'esprit vous êtes, Najat Vallaud-Belkacem? Écoutez, dans l'absolu, nous, on est confiants. Pourquoi? Parce que les Français ont quand même placé François Hollande en tête, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la Ve République. On n'avait jamais vu un président sortant ne pas être en tête au premier tour d'un scrutin. Donc on est confiant, on a le sentiment que beaucoup de Français adhèrent à notre programme, que la stratégie qui a été la nôtre dans cette campagne, qui a été faite de constance, de cohérence, de solidité, a été la bonne parce qu'il s'agissait de rassurer les Français qui étaient fatigués de la bougeotte et de l'improvisation permanente. Vous êtes aussi sincère avec nous ce soir. Est-ce que vous pensez aussi au lendemain, au 7 mai, de plus en plus de socialistes y pensent, vous également? Non, moi je suis complètement concentrée. Non mais je vous assure, je suis complètement concentrée sur ce 6 mai parce que je vois bien que cet entre-deux tours est quand même aride. Vous voyez bien que la droite fera tout, et Nicolas Sarkozy en particulier, tout ce qui est en son pouvoir pour le garder, le pouvoir, et pas à bon escient malheureusement. Jean-Sébastien Ferjou, on sait que ça peut aller très loin. Beaucoup de commentateurs, de sondeurs, de journalistes qui sont passés sur ce plateau l'ont dit publiquement, l'ont dit à l'antenne, c'est peut-être déjà plié. Est-ce que vous le pensez aussi ? Mathématiquement, oui, il n'y a pas beaucoup de doute. Après, la politique, ça reste toujours une histoire de dynamique. Mais si on fait les comptes, oui. Et puis surtout, si on en revient à la dynamique, d'ailleurs, au-delà des comptes, il y a un certain nombre de divisions au sein de la droite qui donnent pas non plus l'impression d'une volonté de voler vers la victoire. Parce que quand on entend Jean-Pierre Raffarin, d'une part, ou Lionel Lucas, intervient dans Le Monde avec beaucoup d'allusions ce soir. Voilà, ou Lionel Lucas dans un autre registre dont on se dit qu'il avait totalement pété les plombs en faisant une interview vraiment choquante pour le coup. Voilà, il y a deux lignes. On n'a pas l'impression qu'ils arrivent à vraiment se mettre d'accord sur ce qu'il faudrait faire, justement, être plus au centre ou plus à droite. Et en général, il vaut mieux choisir une stratégie et s'y tenir. Dernière question, Najat Vallaud-Belkacem. Je sais que vous ne voulez pas parler de l'après, mais on va en parler, parce que quelqu'un en a parlé ce matin sur Europe 1, c'est le président du Sénat, Jean-Pierre Bel. C'est un soutien remarqué de Jean-Pierre Bel ce matin à Jean-Marc Ayrault. Il a les capacités pour devenir Premier ministre, oui, c'est le cas. Il a un bon profil. Jean-Marc Ayrault ? Oui, tout à fait, vous avez l'air étonné. Non, pardon, je n'étais pas sûre de comprendre votre question. Est-ce que vous parliez de Jean-Pierre Bel ou Jean... Oui, non, mais quel est l'âge de Jean-Marc Ayrault ? Bien sûr qu'il en a les qualités. Maintenant, et Ségolène Royal, dont vous étiez porte-parole en 2007, a le bon profil pour se retrouver au perchoir aussi ? Je le souhaiterais. Vous voyez, vous parlez déjà du 7 mai. Merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem d'avoir été notre invité. Merci Jean-Sébastien Ferjou pour votre analyse. La suite du 22h et comme chaque soir, notre série Route de campagne, nous partons à la rencontre des Français et nous sommes à Bourges pour le printemps de Bourges. Vous allez voir, c'est pas seulement un rendez-vous musical, on y parle beaucoup de politique. On voit tout cela avec le reportage de Thomas Raguet et de Paul Bouffard. Au printemps de Bourges, il y a les têtes d'affiche comme Arthur H. Il y a aussi les jeunes groupes qui montent comme Von Parias. Il y a aussi une foule de festivaliers venus braver la pluie pour s'en mettre plein les oreilles. On y croise même des sénateurs. Hier soir j'ai papillonné Dionysos, Camille, Isia, Chaka Punk. C'est terrible sur scène. Une virée à Bourges entre plaisir et travail pour la commission de la culture du Sénat. La culture, tiens justement, pour beaucoup, c'est la grande absente de la campagne présidentielle. Il y a quelques années, on fonctionnait encore sur l'idée que la culture était importante. Maintenant, on se dit c'est la crise, donc la culture, on n'en a plus rien à foutre, ce qui est faux.
Sans culture, crise ou pas crise, c'est la cata, quoi. C'est essentiel parce que ça crée une base de communication entre les gens. Et c'est quelque chose dont on parle pas du tout dans la campagne présidentielle, quoi. Alors que c'est dommage parce que c'est cette cohésion-là qui pourrait éviter les votes extrêmes qu'on connaît et qui sont vraiment flippants, quoi. Il y en a aussi qui comprennent qu'en temps de crise, la culture passe au second plan. La culture, c'est un peu un luxe qu'on a. Donc je crois que les gens sont plus centrés sur des problématiques immédiates de survie. La place de la culture dans la campagne, François Hollande l'abordera sans doute demain, durant sa visite sur le printemps. On reçoit beaucoup d'encouragement, donc je pense que demain, François Hollande va être très encouragé parce que ce sont des milieux très progressistes, très ouverts, qui sont extrêmement heurtés par exemple, les pensées extrémistes, la stigmatisation d'une partie de la population, etc. En 35 ans d'existence, nombreux sont les politiques à avoir fait le déplacement à Bourges, notamment pour la campagne présidentielle. Cette année, la direction du festival y a même consacré une exposition baptisée « Le printemps électoral ». Et nous sommes justement en duplex avec notre journaliste Thomas Raguet. Vous êtes donc à Bourges, Thomas, avec le directeur du Printemps de Bourges, un festival de musique, mais on parle beaucoup de politique, je crois. Bonsoir, je me dirige vers mon invité, Daniel Colling. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Printemps de Bourges, le fondateur aussi de ce festival. On est sur une exposition qui retrace les Printemps de Bourges qui ont eu lieu pendant des campagnes présidentielles. C'est vous qui avez eu cette idée ? Si vous voulez, le printemps, comme son nom l'indique, a lieu au printemps, au mois d'avril, et le hasard fait que les campagnes présidentielles sont souvent en avril. En période électorale, on a plutôt les candidats, ce qui me permet de dire que normalement François Hollande vient demain. Nous avons eu Jacques Chirac en 95, mais nous avons aussi des gens en fonction. En général, chaque année, le ministre de la Culture, se rend au printemps. Et j'allais dire, c'est une chose normale au sens où nous sommes subventionnés par l'État, par le ministère de la Culture. Mais d'autres ministres ont pu venir, y compris un président de la République en fonction, en 87, je crois, François Mitterrand. Est-ce qu'on parle beaucoup de culture dans cette campagne présidentielle, selon vous ? Moi, je ne trouve pas trop. Pas assez ? Non, pas assez. Alors, comment dire, en tant que citoyen, de dire aussi qu'il y a des sujets importants, préoccupants de notre société, le devenir, des enjeux, les problèmes de crise, l'Europe, la mondialisation, enfin, je vous parle en citoyen. Mais du coup, ça a mis un tout petit peu en retrait la culture, pour tous les candidats d'ailleurs. Vous allez en toucher un mot à François Hollande demain ? Oui, je le connais assez bien, bien sûr. Nous avons d'ailleurs, nous, culture, mais une partie de la culture qui sont les musiques populaires, n'est-ce pas, le Printemps de Bourges, musique populaire actuelle. Nous avons des sujets d'ailleurs qui concernent le législateur, si je puis dire, et notamment un projet de Centre national de la musique, un CNM, un établissement public, qui nécessite une loi, bien sûr. Et donc, on risque d'en parler demain, oui. Merci beaucoup, Daniel Colling, fondateur du Printemps de Bourges. Et merci à vous, Thomas, depuis le Printemps de Bourges. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Public Sénat dans un instant. Votre émission, La Politique c'est net. Je vous souhaite une très, très belle soirée en notre compagnie. Bonjour à tous, bienvenue à bord de La Politique c'est net, le rendez-vous du web politique. Vous le savez, vous pouvez commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag LPCN. Nous attendons vos commentaires. Tout de suite, le sommaire. Au menu cette semaine, le premier tour de la présidentielle, Twitter et les résultats avant 20h. Et le match sur le web, c'est le débat du club des gazouilleurs. À suivre, le candidat 2.0 avec notre partenaire Images et Stratégie. Nous vous dévoilons le top flop des candidats à la présidentielle sur le net. Zoom aujourd'hui sur François Hollande et Nicolas Sarkozy. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale. Le zapping des vidéos et des initiatives citoyennes passées au scanner par Marie Brémond.
Dustin Hoffman, Bill Murray ou encore Bruce Willis au service du candidat socialiste. C'est la classe hollandaise à la sauce américaine, ou comment quelques militants PS ont détourné les classiques du cinéma hollywoodien. Et ça donne ça. C'est pour les chants de Noël. Mais non. Mais non, pas du tout. On est là pour lutter contre l'abstention en faisant du porte-à-porte pour François Hollande et savoir si vous allez aller voter et être inscrit sur les listes électorales. Du porte-à-porte pour appeler à voter François Hollande, c'est quand même bien plus drôle et savoureux avec les sex-symboles du cinéma américain. Les socialistes du site Tous Hollande jouent la carte de l'humour sur le web pour mobiliser. Un clin d'œil au mythique Grand détournement la classe américaine de Serge Hazanavicius pour un résultat complètement décalé. Autre ambiance du côté de l'UMP, on joue la carte de la solennité du sérieux. Ma France, mon pays, ma France forte, c'est une centaine de jeunes bénévoles qui décrivent leur candidat, leur président. Conquérant, rassembleur, éloquent. La force, fort. Fort, exceptionnel. Et visiblement, il n'y a pas assez d'adjectifs, de superlatifs pour brosser le portrait de Nicolas Sarkozy, qui lui-même apparaît en guest star. Déterminé. Un deuxième mot, serein. Et si François Hollande, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen ou encore Jean-Luc Mélenchon avaient eu pour parents des gays ou lesbiennes, eh bien ils n'en auraient pas été pour autant moins heureux. C'est le slogan de la campagne de communication Choc pour l'homoparentalité. L'association SOS Homophobie met en scène 6 candidats. Le but dans ces temps de campagne présidentielle, sensibiliser et militer en faveur des familles homoparentales. Ça aurait pu être un thème fort de la campagne, mais l'homoparentalité en ces temps de crise a été totalement éclipsée par les thématiques économiques. Sur le modèle des Sims, jeu au succès planétaire dans lequel des personnages évoluent dans un monde virtuel, participez à la démocratie Sims et élisez votre président. Au choix, Eva Poli, Marine Le Pen, Philippe Bizou, François Roubaix ou encore Nathalie Rateau. Le principe sur des thèmes comme l'éducation, le pouvoir d'achat ou encore la crise du logement, vous choisissez entre les diverses propositions des candidats à la présidence de la démocratie Sims. Résultat, le 2 mai. Nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Erwan Gaucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, consultant web et vous tenez également un excellent blog. Bienvenue. Aude Baron, vous êtes rédactrice en chef du Plus et notre partenaire, je dois le dire, sur la politique CNET. Enfin, Guilhem Fouettillou, vous êtes fondateur et directeur général de Linkfluence, une société qui cartographie le web social et politique. Bienvenue. Aude Baron, une réaction à cette revue du web, un peu d'humour dans cette campagne, ça fait du bien? C'est exactement ce qu'on constate, c'est que tous les partis, que ce soit l'UMP ou le